êtes d'accord, on va essayer de commencer, même si peut-être des personnes viendront après, mais bon, c'est pas... Je sais bien que la nuit tombe pas non plus très tôt, mais quand même. Hein. Donc, d'abord, premièrement, bonsoir à tous. Je tiens à vous présenter mes colistiers. On en reste là encore. Donc, à ma droite, Jean-Marc Aragara, qui est élu dans le 5e secteur. C'est le 9-10, donc, hein, pour ceux qui ont encore des problèmes avec les secteurs. À ma gauche, Marc Poggial, qui lui est élu dans le 15 et 16 et qui est adjoint au maire du 15e et 16e arrondissement, à la maire, et qui est aussi à la communauté urbaine Marseille et Provence Métropole. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est avec nous, il est parmi nous, puisque tout ce qui se passe ici et qui est maintenant de la compétence de MPM, de la CUM, eh bien, Marc se fait un plaisir d'intervenir au nom des habitants du 6e, 8e, 9e, 10e et même plus, si affinité. Voilà. Et en plus, il y a une chaise de vide. Normalement, Jean-Marc Coppola, vice-président du conseil régional, devrait nous rejoindre. Mais cet homme est très, très, très demandé, surtout en ce moment avec les lycées et tout ce qui se passe au conseil régional, n'est-ce pas? On rentre en pleine campagne électorale, donc c'est important. Ensuite, je voulais vous présenter aussi deux associations de mon cœur. L'une de longue date, la DRIV, c'est-à-dire l'association de défense des riverains, donc de Rabateau et de ce quartier. Hein, ils ont énormément, nous avons énormément travaillé ensemble et on continue d'ailleurs pour d'autres sujets et d'autres dossiers. Et ils sont toujours actifs, malgré qu'on les ait traités de papy flingueurs, ils sont toujours là et bien là d'ailleurs. Ouais. Et c'est à la communauté urbaine que ça s'est passé, hein, pas n'importe où. Hein. Tiens, la mamie flingueur qui arrive. Et aussi, alors, une toute nouvelle association, c'est PSE Gagné, c'est-à-dire la protection de santé de l'environnement pour Gagné, parce que vous savez qu'à Gagné aussi, on est en train de vouloir construire un bassin de rétention de 55 000 mètres cubes, un truc énorme. Et donc, on suit ça de très près. Pour ceux qui coupent, ils vont avoir des lignes à faire. Hein. On suit ça de très près, mais pour l'instant, en tous les cas, en ce qui nous concerne, nous allons donc surtout parler, mais ça peut venir, hein, on ne se gêne pas, hein, si ça doit aller jusqu'au au bassin de rétention, il n'y a pas de problème, on est dans le quartier de toute façon. Hein. Mais on va parler surtout du tunnel Chaux-Essing, parce que je trouve quand même que malgré une soi-disant concertation, qui n'en était pas une d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc on voulait que le plus grand nombre d'entre vous soit d'abord intéressés, mieux informés, pour savoir exactement ce qui est en train de se tramer en sous-sol. Donc en préambule à cette réunion, permettez-moi de rappeler quelques faits. Décision et positionnement sur la bataille, et je n'amplifie pas en disant bataille, hein, que nous avons menée et que nous poursuivons depuis des décennies sur les politiques de transport collectif à Marseille, sur les inerties surtout, et pire, sur les choix qui ont été pris du nord au sud de Marseille, allant à l'encontre la plupart du temps des besoins urgents de la population marseillaise. On a tout vu, on a tout entendu, mais on a surtout tout subi. Les retards pris sont considérables au regard des projets immobiliers et de la densification urbaine. Les flux migratoires sont de plus en plus importants. Nous ne sommes plus comme il y a une quarantaine d'années où les termes « travailler et vivre dans la même ville », je ne dis pas au pays, mais dans la même ville, étaient très courants. Aujourd'hui, certains, en dehors de Marseille, viennent travailler à Marseille, et puis ceux qui habitent à Marseille, bien souvent, ils se retrouvent à l'extérieur. Hein. Donc, 2 lignes de métro en 37 ans. 30 ans pour avoir peut-être la L2. Un tramway qui a d'abord servi de vitrine pour les besoins de Jean-Claude Gaudin,
puisqu'on l'a fait en centre-ville et on a simplement doublé le métro qui était sous terre. Et de requalification du centre-ville aussi, parce qu'il y avait des gens qu'on ne voulait plus voir dans le centre-ville. Au lieu de permettre de favoriser des axes nord-sud et centre-est, comme nous avions proposé de faire, mais on n'a pas été écouté ni entendu. Voire même, on avait des propositions sur l'extérieur de Marseille. Parce que tout autour de Marseille, nous avons des petites villes, Grove, Septem, même y compris des grandes villes comme Aubagne et tout. Ça aurait été intéressant peut-être qu'on fasse des rotations et des transports dont il n'y a pas rupture de charge quand on rentre, quand on sort d'une grande ville. Ça se fait dans beaucoup de villes et ça s'appelle le tram-train. C'est ce qui s'appelle en ce moment le Val-Tram ou un truc comme ça du côté d'Aubagne, à Veldonne d'ailleurs, mais qui malheureusement ne fait pas très l'unanimité dans maintenant la gouvernance d'Aubagne qui est à droite. Et dans le même temps, des lignes de bus dépassées et souvent sans correspondance avec les besoins des usagers. Trop imposant pour certaines rues et certains quartiers, rotation trop rare, pas de liaison entre les quartiers, de quartier à quartier, vous voyez, dans le sens pour former une toile d'araignée tout autour et dans Marseille. Et dans le même temps, aucune prospective, aucune projection, aucun projet en vue d'élaboration de ce maillage de quartier à quartier, si utile et qui fait tant défaut. Parce que vous habitez, comme certains jeunes gens, au Roi d'Espagne et que vous allez en faculté à Lumini, vous êtes obligé de redescendre sur le rond-point du Prado et de reprendre un autre bus. Alors que vous êtes à vol d'oiseau à 500 mètres, hein, tout juste. Hein, voilà. Donc c'est un exemple, hein, il y en a plein comme ça. Avec une construction de parking relais en nombre suffisant pour accueillir tout autour de Marseille les voitures entrantes. Pour que justement, disons, on les dissuade d'aller plus loin. Et parce qu'on a une offre de service. Là, ce n'est pas le cas. Ni pour le parking, ni pour l'offre de service. Et un choix de transport pour les automobilistes leur permettant de ne pas être obligés de pénétrer justement dans la ville. Car ça c'est l'idéal. On est bien loin de tout ça. Les plans de déplacement urbain se sont succédés et nous avons pu constater et rejeter que les volontés politiques ne variaient pas et la place à la voiture avait encore de bons jours à Marseille, malheureusement. 2005, le PDU prévoyait des tunnels. Plan de déplacement urbain, les tunnels, c'est-à-dire qu'on faisait encore la belle part à la voiture. Hein. Et en particulier le tunnel Prado Sud, qui d'emblée a été présenté comme deuxième tunnel à péage dans Marseille. Là aussi, on tient le pompon. Hein. Bon, il y en a qui tiennent le pompon parce qu'ils ont une ville propre, non polluée. Ben non, c'est ça. Hein. Loin de convaincre les usagers du TPS et aussi loin de produire les bénéfices que le tunnel Prado-Carénage, aux grandes dames de son concessionnaire. Je rappelle que le tunnel Prado-Carénage donne un bénéfice net chaque année d'environ 12 millions d'euros. 33%, voilà. 33%. Oui, oui. 33. Alors voilà. Ouais. S'il y en a une, c'est pas... Je vais y revenir. 2013, cette fois, la CUM vote un PDU où les tunnels ont disparu, mais toujours pas à la hauteur du retard pris depuis une trentaine d'années. 2015, là, c'est pas un PDU, puisqu'il a déjà été voté en 2013, mais par contre, nous revoilà, et sans modification justement du PDU, avec un 8e tunnel dans Marseille, 4e pour les quartiers sud. On ne peut pas dire qu'on soit contre les tunnels, foncièrement contre et a priori. Mais il y en a qui servent, effectivement, le tunnel Prado-Carénage, tout ce qu'on pouvait lui reprocher, c'est qu'il était payant. Mais celui-là, il servait parce qu'on traversait Marseille. Le tunnel Saint-Charles aussi. Mais par contre, on se rend compte, et on l'avait dit pour TPS, par exemple, pour le tunnel Prado Sud, on savait très bien que 1,4 km, au prix que ça coûte, il faut vraiment le vouloir. Hein. Mais voilà, entre-temps, on a changé de gouvernance à la CUM, et donc on s'assoit un peu sur le plan de déplacement urbain. Les arguments sont toujours aussi fallacieux et toujours aussi incohérents. La passerelle du boulevard Choisy, à la place Ferrier, était soi-disant une passerelle qui devait être éphémère. C'est Gaston Defebvre qui l'avait dit. Mais l'expérience nous a toujours prouvé que ce qui est momentané a parfois une vie très longue.
Ce n'est pas joli, mais elle était utile. Effectivement, c'est minable ce truc, hein, mais elle était utile. Qu'on l'enlève, personne ne pleurera, ça c'est clair. Que le tramway passe par Chaux-Essing en provenance de la rue de Rome et de Cantigny pour rejoindre des quartiers enclavés et si mal pourvus en transport collectif, hein, nous pouvons qu'accepter à condition qu'on prenne des dispositions pour informer et concerter les riverains d'un tel projet, pour le travailler ensemble, pour l'élaborer ensemble, enfin pour le vivre ensemble. Mais aussi que ce projet rentre dans un schéma cohérent du maillage avec les autres moyens de transport, métro et bus, ainsi que les parkings adaptés au nombre d'utilisateurs. Et, par anticipation, voyons aussi que la L2 va permettre très certainement à un nombre important d'automobilistes, d'habitants des quartiers sud, d'éviter Marseille en la contournant et donc de ne plus emprunter ce boulevard ni dans un sens ni dans l'autre. Alors me direz-vous pourquoi un tel ouvrage? Ça c'est la bonne question. Qui ne s'appelle pas tunnel, soyons clairs, hein, mais liaison souterraine. Alors liaison souterraine, pourquoi? Parce que ça fait que 500 mètres. Hein, mais liaison souterraine pour des raisons tout à fait de confort entre guillemets, pour la société Vinci Eiffage qui n'aura pas à construire aux normes européennes de sécurité ce nouveau tunnel. Voilà, tout est dit comme ça. Un ouvrage qui tournera le dos au sens que la passerelle avait, c'est-à-dire la passerelle c'était Sakakini, derrière moi, Dromel, hein, et donc de dire que le tunnel remplace la passerelle, je trouve que c'est irrecevable, quoi. Un ouvrage que Vinci Eiffage a concocté bien avant la décision de faire passer le tramway à Chaux-Essing comme il est capable de faire maintenant aujourd'hui. Il dit, ah ben il y aura le tramway, donc on va faire un tunnel. Le projet d'extension du tunnel vers Chaux-Essing a bien été remis en septembre 2011. Tout juste si on parlait jusqu'à la rue de Rome, jusqu'à Castellane, hein, du tramway c'est tout. Hein. À MPM, donc c'est la société marseillaise du tunnel Prado-Carénage, hein, ce qu'on appelle SMT-PC, pour aller plus vite. À ce moment-là, le prolongement du tramway au sud, par Chaux-Essing, n'étant pas encore finalisé, l'objectif était bien de capter de la circulation automobile en faisant disparaître la passerelle de Ferrier. En 2014, toujours cette même société, donc je dis Vinci Eiffage pour aller plus vite, hein, parce que c'est eux qui sont derrière, hein, actualise ce projet à la demande de MPM en fonction du tramway. Vinci Eiffage est bien dans une stratégie d'anticipation de la L2 fin 2017. En témoigne cet extrait du mot de présentation de ce rapport de gestion par le président du TPC, Gilbert Saby. Après, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Après plusieurs années de retard, l'État a décidé de réaliser la L2 en PPP, partenariat public-privé, ce qui rend sa mise en service quasi certaine au deuxième semestre 2017. Pourquoi quasi certaine? Parce que sinon ils auront des PV à payer. Hein. Voilà, des pénalités. Donc, c'était ce qu'on aurait dû faire dès le départ, mais il a fallu que ça soit... Mais les pénalités, ça coûte cher. Oui. Très, très mais cher. il a fallu que ça soit celui qui n'est pas encore arrivé, Jean-Marc Cocola, qui se batte auprès de la région pour qu'on fasse passer ça. Et donc c'est pour ça que maintenant... Ça c'est marqué depuis le début. Voilà. On sait qu'une partie du trafic de transit, toujours lui qui parle, sera détournée du centre-ville par cette autoroute de contournement de 10 km, libre de péage. Les études de trafic et de clientèle du tunnel seront actualisées et la politique commerciale recentrée sur les déplacements intra-muros. Donc c'est-à-dire que ce qu'on va perdre d'un côté avec la L2, on va le gagner parce que intramuros. Donc, vous voyez très bien qu'il n'est pas dit quelque part qu'on arrêtera d'avoir trop de voitures comme il est maintenant, hein, et que la circulation sera améliorée. Non, on continue, et là, ça sera intramuros. Un ouvrage qui va permettre, par accord tacite MPM Vinci Eiffage, de lever l'obligation de ne pas faire la jonction boulevard urbain sud L2 avant 2026. Ça, c'était pour le TPS. Hein. Enfin, un ouvrage qui va amener
les automobilistes tout droit sur le tunnel Prado-Carénage, CQFD. Et donc, il permettra de grossir la manne financière de tunnel Prado-Carénage, dont les bénéfices nets par an tournent autour de, je l'ai dit tout à l'heure, 12 millions. Le donnant-donnant a marché, et qu'en contrepartie, MPM s'engage à renouveler la concession à Vinci, Eiffage et tunnel, hein, puisque ça venait à terme, voilà. Voilà pourquoi, et surtout pour qui, va être construit ce nouvel aspirateur à voiture. Passant directement de Choessine sous Cantigny, puis avant de traverser le parc du 26e centenaire, donc là je pense Marc que tu pourrais peut-être passer, voilà, voilà, avant de passer au travers du parc du 26e centenaire, il va déboucher sur le tunnel Prado Sud pour reprendre le tunnel Prado-Carénage d'un côté et de l'autre il reprendra l'autoroute Est. Petite balade qui rallonge passablement le trajet, alors que si on prend Rabateau 2, on a l'entrée de l'autoroute Est directe. Mais ma foi, apparemment, c'est mieux par là. Hein. La requalification de Sakakini en boulevard urbain sud ne se fera que plus tard, certainement après l'ouverture de la L2. Et nous espérons voir la même opération se réaliser, parce que c'est dans les tuyaux, mais bon, des fois les tuyaux ils sont percés et puis on ne voit jamais le jour. Hein. Se réaliser que pour l'autoroute, comme pour l'autoroute Nord, en repoussant cette pénétrante, l'autoroute Est serait donc repoussée jusqu'à l'échangeur Florian, avant de prolonger, en prolongeant donc le boulevard urbain de Sakakini. Donc boulevard urbain, je ne sais pas si vous connaissez le boulevard urbain sud. Hein, c'est un boulevard où vous avez plusieurs, voilà, hein, c'est plus l'autoroute. Bon, est-il nécessaire et utile et d'intérêt général de faire ce tunnel? Franchement, si nous sommes là pour en parler, moi je dirais que nous, enfin en tous les cas, notre groupe, nous ne le pensons pas. Sans concertation réelle. Aujourd'hui, les institutions comme Marseille et le PCI, la CUP, ont pris la triste habitude d'organiser en cercle restreint des espèces, je dis bien des espèces, de concertation préalable qui ressemblent plus à des informations où les personnes posent des questions sur la couleur du papier peint de la chambre, avec des réponses qui vont toujours dans le même sens. Et alors, bon, nous avons tort et eux ont raison, bien entendu. Oui. Voilà, et ils ont tout bon d'ailleurs, et tout juste. Hein. Et qui n'acceptent aucune critique et surtout qui ne parlons pas de coût de l'opération qui va payer quoi. Ça a été à la concertation officielle à la communauté urbaine. Hein. On n'a pas pu parler, on n'a pas pu savoir le coût, etc. Depuis, on connaît le maître d'œuvre. Je vous l'ai dit, c'est Vinci Eiffage, puisqu'il n'y a pas eu de mise en concurrence et pas d'appel d'offres. Non, aussi. Non, 200 000. Oui, oui. Non, oui. C'est le maître d'ouvrage. Attends. Oui. Hein, voilà, on parlera après. Mais on ne le nomme pas, donc on ne sait pas. Et ce n'était pas le lieu ni le moment de parler de tout ça, et en plus d'argent. En fait, ce petit tunnel, parce que moi j'ai toujours tunnel, excusez-moi, mes liaisons, machin, hein, va coûter aux alentours de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour 500 mètres d'ouvrage. Eh ben quoi, hein, quand on aime, on compte pas. Hein. Que vont comprendre ces 100 millions d'euros? Va-t-on sur... Alors c'est 97 et les ballons, mais enfin comme on sait qu'après il y a toujours hein, des avenants, n'est-ce pas? Donc voilà. Hein. Va-t-on se retrouver dans la même situation que pour Rabateau et le rond-point du Prado? Et voilà ce que... Alors ce n'est plus du virtuel, bien entendu, comme les photos des dépliants du tunnel Prado Sud qui vendaient du rêve en surface pour les riverains. Mais là, c'est la triste réalité. On ne sait pas. Hein, voilà. On risque d'avoir encore des surprises comme pour le tunnel Prado Sud, qui au départ devait coûter à la collectivité, c'est-à-dire à MPM, 10 millions, et actuellement on en est à 34 millions. C'est nous, les contribuables qui payons. Donc on a double peine. Non mais ça c'est la petite partie. Voilà. C'est la petite partie. Celui-ci
ça c'est annoncé déjà. Ça c'est annoncé. Après, bon, bien entendu, il y a tout le reste. Hein. J'attire l'attention sur le fait que les 235 millions d'euros qu'a coûté le TPS, le tunnel Prado Sud, ne sont qu'un endettement des Marseillais au profit de l'NCFH. Donc ce qui va se passer pour celui-là, pour Choici, eh bien, va se remettre encore la main au portefeuille, hein, je vous le dis, ça c'est clair. Hein. Nous allons revoir l'enquête publique de présentation de cet ouvrage. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à faire cette réunion ce soir, pour qu'on soit bien au courant et tout, et qu'en plus, on puisse donc pouvoir intervenir. Parce que vous savez, les enquêtes publiques, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ne sert à rien. La problématique, c'est que lorsqu'il y a, comme il s'est passé pour le Parc National des Calanques, pour le stade Vélodrome et tout ça, qu'il y a des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes qui interviennent, où il y a la queue pour aller intervenir, justement, ça grince des dents et tout. Et là, le commissaire enquêteur est obligé de faire des observations. Et à ce moment-là, le président de l'institution est obligé de répondre. Donc ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Et il peut y avoir aussi parfois des commissaires enquêteurs qui donnent un avis défavorable. Donc c'est pour ça que ça, voilà, ça peut porter ses fruits. J'ai pas fini. Voilà. Donc, cette enquête publique, mais le problème, c'est ce que je dis donc, c'est la désertification par nos concitoyens de ces lieux de libre expression et qui ont trop souvent considéré comme deuxième ordre et quantité négligeable par les institutions et leur majorité. Surtout, ne vous fiez pas aux photos de présentation. Marc va vous en faire voir quelques-unes de photos. Pour mieux comprendre, vous n'avez qu'à voir où nous en sommes au rond-point du Prado. On nous avait promis un jet d'eau de la hauteur de celui de Genève, le jet d'eau de Genève. Vous vous rendez compte un peu, heureusement, parce qu'avec le poids Mistral qu'on a, c'était marrant. Sur l'eau sur l'eau potable. Alors, là, on nous promet, autour du rond-point de la place Ferrier, des pelles parasols. Il faudra peut-être attendre un peu, parce que si on plante des pelles parasols de cette hauteur, comme ils ont fait au parc du 20e centenaire, on en a pour un moment. Hein. Et voici ici. Voilà, voilà, c'est ça, voilà. Hein. J'ai essayé de ne pas faire trop long pour laisser à mes camarades la possibilité d'intervenir, et surtout pour que nous puissions avoir le temps d'échanger, de poser des questions. C'est peut-être apporter une réponse. Ne pas la poser, c'est rester avec une question. Si nous avons organisé cette réunion, c'est surtout et avant tout pour vous écouter, parce que nous allons déposer un mémoire, comme nous faisons chaque fois, et donc il est certain que ces mémoires ne peuvent pas être que le fruit de notre réflexion. Nous voulons, nous souhaiterions, comme on l'a fait les autres fois, avoir aussi des réflexions de votre part pour que l'on puisse le faire. Mais ça ne vous empêche pas de vous-même, alors d'associations ou d'individus, de collectifs, de voisins ou simplement de vous-même, hein, d'y aller aussi. Voilà, prendre appui sur vos exigences dans le cadre du sujet et de ces satellites en matière de circulation. Là, s'il y avait les habitants entre les Goudes et la Pointe-Rouge, ils en parleraient de la circulation. Et de transport collectif, il y en a un par là. Il y en a un qui habite à la Madrague de Montredon. Je peux vous dire que lui, il ne sort pas le week-end, c'est fini. Voilà, mes amis, j'ai terminé. Donc, Marc, tu vas